Retour de l'FC avec Yacine Bouali, journaliste algérien, qui est toujours avec nous. Et puis, bonsoir Yacine. Bonsoir. Morley Silla et nous a rejoint. Morley, bonsoir. Bonsoir. Et puis, comment dirais-je, Merwan Gawa. J'ai toujours du mal à prononcer le nom. Ah, ouais. Je vais te donner des cours après l'émission. Merci. C'est en 3 syllabes. La question de l'FC, y a-t-il des joueurs d'origine africaine qui vous ont marqué pendant l'Euro 2016? Vous allez sur nos réseaux sociaux comme d'habitude, mais aussi fc@africa24tv.com. Quelle équipe ou quelles sont les équipes que ce seront, selon vous, les équipes du Maghreb à la CAN 2017 au Gabon, mais aussi à la Coupe du Monde 2018 en Russie? C'est le dossier de l'FC. Il y a quelques mois, donc nous allons voir ce sujet, à quelques mois du dernier tour des éliminatoires de cette Coupe du Monde 2018, les équipes maghrébines sont considérées comme des favorites pour certains spécialistes. Quelles sont les forces et les faiblesses de ces sélections? Le détail avec Birama Sarounera. Les premiers matchs du dernier tour des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018 sont prévus en octobre 2016. En lice, 20 sélections africaines. Le Maghreb est bien représenté dans ces éliminatoires avec 5 équipes. Dans le groupe A, on retrouve la Tunisie et la Libye. L'Algérie figure en bonne place dans le groupe B. Le Maroc dans le groupe C et l'Égypte devra confirmer sa position des favoris dans le groupe D. L'Égypte doit être qualifiée pour le Gabon, l'Algérie, le Maroc, très probablement la Tunisie. Donc je ne crois pas qu'il y ait une inquiétude particulière sur leur état de forme. Et quant à la Coupe du Monde, aucun match ne s'est encore joué et tous les groupes sont compliqués. Donc que ce soit les équipes d'Afrique du Nord ou celles au sud du Sahara, aucune ne pourrait affirmer qu'elle, dans son groupe, elle est certaine de vaincre toutes les autres. Donc tout le monde est logé à la même enseigne. À l'approche des éliminatoires du Mondial 2018, le débat sur les performances des joueurs algériens se pose après le départ du sélectionneur Christian Gourcuff. De l'autre côté, l'arrivée d'Hervé Renard à la tête de la sélection marocaine constitue, selon les analystes du football africain, un atout majeur pour l'équipe. En Égypte, la crise politique de 2011 a ralenti l'activité sportive, mais les pharaons semblent de retour. On va désormais retrouver l'Égypte à tous les rendez-vous. L'Algérie, désormais, a bel et bien les joueurs. L'Algérie a su, avant Gourcuff, avoir Ali Lodjic. Elle a su avoir Gourcuff et elle saura vivre après Gourcuff. Le Maroc avait de jeunes joueurs qui ont mûri et qui aujourd'hui font qu'il y a un effectif de grande qualité. Donc personnellement, je ne serais pas inquiet pour les Marocains. Ils peuvent de temps en temps perdre un match par excès de confiance, mais cela ne les empêche pas de se qualifier. 5 pays africains devront décrocher leur ticket de qualification pour le Mondial 2018 qui aura lieu en Russie. De notre côté, la 6e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations est prévue en septembre 2016. Et nous allons voir le tableau des groupes pour le A dans un premier temps, avec la Tunisie, la Libye, la RDC et la Guinée. Ça, c'est le groupe A. Pour le groupe B, nous avons la Zambie, le Cameroun, l'Algérie, le Nigeria. C'est un groupe à risque, c'est un groupe de la mort, selon vous? Oui, c'est, on va dire, c'est le groupe où pratiquement toutes les... Quand on voit l'Algérie, le Cameroun, le Nigeria, ce sont trois mondialistes, le Cameroun. Donc je pense que les chances, toutes les équipes partent à chance égale. On ne va pas dire que l'Algérie part avec les pronostics du favori. Aujourd'hui en Afrique, surtout quand il s'agit des éliminatoires de la Coupe du Monde, il n'y a plus de petites nations. D'accord, nous allons y revenir tout à l'heure. Nous allons voir maintenant le groupe C avec le Gabon, le Mali, la Côte d'Ivoire et le Maroc. Est-ce que vous voulez intervenir sur ce groupe, mon cher Morley Silla, avec Gabon, Mali, Côte d'Ivoire et Maroc? Quelles sont les équipes, selon vous, qui sont bien placées pour se qualifier entre ces 4 équipes? Bon, moi, je dirais que vraiment, c'est les 4 équipes, chaque équipe a sa chance quand même, parce qu'il ne faut pas dire... Aujourd'hui, il n'y a pas de petite équipe. Il ne faut pas... Il faut dire la vérité, parce que bon, l'équipe du Maroc a fait un bon parcours pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Est-ce qu'il va faire la même chose pour la Coupe du Monde?
Et on voit la Côte d'Ivoire aussi qui est là, qui nous a représenté en 2014 pour deux ans, enfin deux Coupes du Monde. Est-ce que vraiment la Côte d'Ivoire aussi va laisser sa chance? Et je pense que le Mali même, c'est pas une équipe à négliger. Donc vraiment, c'est le Gabon pareil. Donc je pense que vraiment toutes les équipes ont leur chance à jouer, quoi. Oui, et puis le groupe D avec le Sénégal, l'Afrique du Sud, le Burkina Faso et le Cap-Vert, Merouane. Les deux équipes ont moins déjà participé à la Coupe du Monde. Il s'agit du Sénégal et de l'Afrique du Sud, mais ça ne veut pas dire que ce sont les pays qui sont favoris. Non. Oui, alors effectivement, je pense que ce groupe paraît un peu moins relevé que les autres, à l'instar un peu du groupe de la Tunisie. On a une opposition de style avec le Sénégal, l'Afrique du Sud et le Burkina Faso. Le Cap-Vert qui est également à faire attention pour les autres équipes du groupe. Maintenant, en comparaison avec ce qu'on dit entre guillemets les deux autres groupes de la mort, je pense que ça reste un groupe un peu moins relevé. Pour prendre le groupe du Maroc ou le groupe de l'Algérie, qui mélange mondialistes et anciens finalistes, surtout de la CAN, je pense que c'est un groupe un peu moins relevé. Maintenant, c'est une phrase un peu bateau, mais c'est vrai qu'à ce stade de la compétition, et pour le continent africain, tout le monde a sa chance et tout le monde peut créer la surprise. Et le dernier groupe, c'est le E avec le Ghana, l'Égypte, le Congo et l'Ouganda. On aimerait bien que l'Égypte revienne sur la scène internationale aussi, hein, Yacine. Oui, l'Égypte, ils sont en train de refaire un petit peu le retard qu'ils ont ces dernières années, mais je pense que la stabilité politique en Égypte a fait qu'on ressent qu'il y a quelque chose qui est en train de se refaire. D'ailleurs, même le football égyptien est devenu exportateur de joueurs, parce qu'avant, le championnat égyptien pouvait garder ses joueurs, et aujourd'hui, les meilleurs partent dans les grands clubs. Mais aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a comme je l'avais dit tout à l'heure, en Afrique, il n'y a plus de petites nations. Même si on a envie que l'Égypte revienne, il faut que les autres lui laissent le chemin de revenir. Juste pour revenir tout à l'heure pour le Cap-Vert. Il faut faire vite parce que pour le Cap-Vert, il y a 2 mois, le Cap-Vert était la première nation africaine au classement FIFA. Donc, mais c'est plus le cas. Même si c'est plus le cas, il faut toujours faire attention. Maintenant, c'est l'Algérie. En tout cas, Sénégal, Cap-Vert, ce sera donc pour le 3, Congo-Égypte, Zambie-Nigeria, RDC-Congo contre la Libye, Tunisie-Guinée, Algérie-Cameroun, Gabon-Maroc, Burkina Faso-Afrique du Sud et Côte d'Ivoire-Mali. Où en est l'Algérie aujourd'hui, Merouane? Alors actuellement, on a eu une grosse période d'attente parce que le départ de Christian Gourcuff, donc cette période de flou qui s'est caractérisée par la recherche du côté du président algérien d'un nouvel entraîneur. Donc maintenant, il n'y a plus de secret, on sait qui va reprendre cette équipe nationale. Donc le Serbe Rajevac, qui, pour ceux qui ne connaissent pas, parce que c'est vrai qu'il n'est pas d'une grande renommée, c'est l'entraîneur qui avait mené le Ghana en quart de finale de la Coupe du Monde 2010, avec le scénario un peu malheureux qu'on connaît tous. Donc voilà, c'est sincèrement, je m'interroge, j'en parlais tout à l'heure hors plateau avec Yacine, je m'interroge sur l'aura de ce sélectionneur, qui a un parcours assez mitigé et assez étrange sur les dernières années, dans la mesure où, après le Ghana, il quitte la sélection pour retourner au Qatar. Quelques mois en poste, il quitte à nouveau cette sélection du Qatar. Il se retrouve à entraîner un club serbe, puis un club slovène. Donc c'est un parcours assez atypique. Les comparaisons vont très vite, de par ses origines avec Vaïd Aïlodik, qui était l'ancien entraîneur de l'Algérie. Maintenant, je demande à voir. Je suis pas convaincu. Je pense que l'Algérie aurait dû avoir un sélectionneur avec un plus gros bagage de palmarès, un plus gros bagage d'expérience en tant qu'entraîneur. Il y a des talents. On a quand même fait des grosses campagnes, ne serait-ce que de Coupe du Monde ou de Coupe d'Afrique, avec des gros joueurs. On a vu Mahrez qui a quand même été élu meilleur joueur du championnat d'Angleterre. D'autres joueurs aussi comme Brahimi, comme Fegouli, comme Goulam. Ça demande à être coaché par des meneurs d'hommes avec de la rigueur, et c'est quand même ces joueurs-là maintenant qui sont aussi au quotidien dans leurs clubs respectifs entraînés par des grands entraîneurs, donc qui ont cette facilité à connaître
rapidement ce qui fait un bon entraîneur d'un moins bon. D'accord. On va s'arrêter là, mais Juan, malheureusement, on est pris par le temps et on devrait débattre un peu plus sur le football d'Afrique du Nord, mais malheureusement, on n'aura pas le temps. Il va changer de club. Lui, c'est Christopher Walambo. Il quitte Coimbra, son club portugais qui descend en 2e division de passage à Africa 24. Il nous parle de l'Euro et les nombreux joueurs justement africains qui figurent dans beaucoup de sélections, justement. Christopher Walambo. Je pense que certains ont compris qu'il fallait compter sur les joueurs d'origine africaine, car justement ils apportent quelque chose de différent de ce qu'ils ont déjà. Mais c'est vrai que voilà, on pourrait en voir un peu plus, mais ça serait compliqué parce qu'aujourd'hui les nations africaines sont de plus en plus dans une dynamique de récupérer les binationaux. Donc ça risque d'être un petit peu un bras de fer entre l'Afrique et l'Europe, mais je pense que oui, on devrait en voir un peu plus. Comme on devrait en voir un peu plus aussi au niveau de l'Afrique, parce que le football, aujourd'hui, des joueurs qui viennent d'origine africaine se développent de plus en plus. Ça va être compliqué d'arriver à Kinshasa pour moi par rapport à ces vacances-là, mais je pense que voilà, les supporters sont vraiment proches derrière nous. On est vraiment heureux, nous, qui sommes en Europe ou ceux qui jouent en Afrique, d'avoir des supporters comme les Congolais, parce que c'est un peuple chaleureux, c'est un peuple qui a une ferveur incroyable. Et tout ce que je peux leur dire, c'est continuer d'être avec nous. Nous, on va tout faire pour vous rendre heureux. Et puis, je pense que tous ensemble, on va prendre beaucoup de plaisir dans le football. Tout à l'heure, si nous avons le temps, nous reparlerons de ce football de l'Afrique du Nord avec Yacine Bouali. Alors, mon cher Morley, si vous êtes chez nous, c'est pour parler d'une conférence que vous allez mettre en place bientôt. Il s'agit de quoi, justement? C'est sur le football guinéen en particulier. Pourquoi? C'est sur le football guinéen, effectivement. Vous avez tout. Dans ce dernier temps, le football guinéen est en train de traverser une crise qui s'est vraiment installée au niveau de notre football, parce que vous avez vu que la Guinée n'a pas pu se qualifier pour l'Afrique des Nations en 2017. Et l'entraîneur nous a lâchés au cours du chemin. Et il y a eu le problème de la fédération aussi, qui a été vraiment remplacé par un comité de normalisation qui sont en train de gérer les affaires courantes de la fédération, du football guinéen. Et c'est ainsi maintenant, nous les anciens footballeurs, on s'est dit il faut qu'on essaye de faire quelque chose. Et ce sera quand? Ça sera le 16, normalement, le samedi prochain. 16 juillet. Le 16 juillet là. Et vous faites ça à Paris, en France? À Paris, 121 rue de Millemontant, dans le 20e arrondissement. D'accord. À partir de quelle heure? C'est entre quelle heure et quelle heure? Bon, à partir de 14h. Et c'est pour voir ensemble et échanger avec les supporters, ceux qui aiment le football de chez nous, que ce soit guinéen, que ce soit n'importe quel pays, ou les journalistes qui auront le temps de venir partager ce moment-là avec nous, pour qu'on puisse échanger et voir quelle perspective qu'il faut donner à notre football maintenant. Oui. Vous pensez qu'il y a une erreur de casting, le fait d'avoir sélectionné, d'avoir pris Luis Fernandez et ses adjoints comme Kaba Diawara, Yabara Simba? Il y a une erreur dans le choix ou pas? Vous savez, moi, je ne suis pas rentré dans cette polémique-là. Et la fédération a fait son choix. Donc, c'est que tout à l'heure, j'ai écouté votre conversation en disant que les 5 qu'ils ont retenus, j'ai vu le confrère a donné son point de vue, et j'ai entendu le grand frère Antoine Ben qui a donné son point de vue. Moi, tout ce problème-là, nous qui sommes là aujourd'hui, même si c'était aujourd'hui M. Franco-Guinéen, des trucs comme ça, là, est-ce que moi, je peux postuler pour avoir la sélection de l'équipe de France? Vous les mariés quand même? Moi, je suis pas marié, je suis marié avec, comment on appelle ça, avec une Guinéenne. Moi, je préfère aujourd'hui qu'on essaye de former nos cadres, c'est-à-dire nos techniciens, qui connaissent très bien la maison, qui vraiment s'occuper de choses. Parce qu'aujourd'hui, le problème qu'on a aujourd'hui, la crise qu'on a, au lieu d'aller prendre un entraîneur blanc, mais il y a un problème de crise économique qui est là aussi. Il faut voir ça. Et moi, j'aurais préféré de garder Amara Simba et l'entraîneur local, comment ça s'appelle, Lapé Bangoa et Kaba Diawara pour la continuité. Alors, on va rappeler, parce qu'on n'aura pas le temps de faire un véritable débat sur ce football guinéen dans l'émission. José, je voulais poser une question. C'est qui organise on va dire, les états-majors ou une réunion de crise concernant le football guinéen? C'est qui organise? À titre de quoi vous organisez cet événement? On appelle ça. En France ici, c'est les anciens footballeurs. Nous avons une autre association qui s'appelle Asprog. Il y en a qui ont venu de la Belgique, de l'Allemagne, et ici en France aussi. Et avec les supporters, c'est pour qu'on demande aussi la présence des médias.
et les supporters pour qu'on puisse voir ensemble. Nous, de notre côté, faire notre rapport, envoyer en Guinée et dire que aussi, nous sommes là aussi, on veut vraiment se mettre à la disposition de ce football pour l'aider. Bon, ici, on rappelle la date et le l'endroit. 16 juillet 2016. D'accord, à Paris, dans le 20e 121 arrondissement. rue Ménilmontant, dans le 20e arrondissement. Dans le 20e. Merci beaucoup, Morley, d'être venu sur le plateau d'Africa 24 pour en parler. CAN de beach soccer, je voudrais juste vous dire que ce sera donc au Nigeria en cette année 2016 avec les éliminatoires qui vont se poursuivre les 26, 27 et 28 août avec Cap-Vert, Sénégal. Il y a également Ouganda contre l'Égypte, Libéria, Maroc, Tanzanie, Côte d'Ivoire, Kenya, Ghana, Mozambique, Madagascar et Soudan, Libye. Vous avez vu des belles filles qui dansaient. Nous avons passé ces images, surtout pour Yacine Bouali qui souhaitait les voir. Voilà, merci pour avoir suivi cette deuxième partie de l'émission. On se retrouve tout à l'heure pour la troisième et dernière partie. Nous allons parler de l'euro. Il y aura beaucoup de choses à dire. À tout à l'heure.